Bienvenue dans Elle Éco, cet espace dédié aux chefs d'entreprise qui vous dressent leur histoire, leur parcours, ce qu'ils font et ce qu'ils prévoient de faire. Mon invitée du jour est une jeune femme entrepreneur, audacieuse, ambitieuse et très engagée. Il s'agit de Selena Ngoy, qui est auteure de plusieurs livres, qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, une écrivaine phare en République démocratique du Congo, dont le nom s'est répandu par ses valeurs en tant qu'écrivaine. Elle est également activiste des droits des enfants et de la santé des adolescents. Avec elle, nous allons parler du sujet de la femme, leur modèle d'inspiration, leur succès, l'ambition et surtout la place de la femme dans le monde littéraire. Sans plus tarder, rejoignons tout de suite mon invité du jour, Selena Ngoy. Nous revoilà sur ce plateau. Nous avons devant nous Selena Ngoy. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être sur ce plateau de Elle Éco. Votre vie, votre témoignage, j'ai envie de dire, nous a complètement inspiré, raison pour laquelle nous avons voulu vous inviter dans le cadre de cette émission qui met en valeur la femme entrepreneur, plus particulièrement congolaise. Alors Selena, vous êtes auteure, cinéaste, réalisatrice et présidente honoraire de l'AGECO, Association des jeunes, vous l'avez dit, écrivain congolais qui œuvre dans la promotion des écrivaines congolaises et la littérature congolaise. Vous êtes diplômée en communication. Alors, nous ne sommes pas mieux placés pour parler de vous que vous-même. Alors, dites-nous, qui est Selena Ngoy? C'est toujours un exercice bien difficile que de se présenter soi-même. Alors, vous voulez savoir quoi exactement? Sur quelle branche de ma personnalité, de mon identité vous voulez? Alors, parlez-nous de vous, votre évolution. Comment êtes-vous arrivée à être écrivaine? D'accord. Alors, je suis issue d'une famille de 2 enfants. Donc, je suis jumelle. J'ai un petit frère jumeau, Cookie d'ailleurs, que j'embrasse. Et le fait d'avoir toujours été qu'à 2, de jouer ensemble, à un moment, on n'a plus les mêmes passions. Très tôt, il a pris son chemin, j'ai pris le mien. Et on s'est retrouvés, comme pour dire, assez séparés l'un de l'autre. Quoique, pour faire des bêtises, on était toujours très fusionnels. Okay. Et donc là, je me suis penchée sur les livres. Je me suis mise à lire des livres pour enfants de Disney, La Belle et le Clochard, Cendrillon, tout ce qui est princesse qu'une petite fille rêve d'être. Là, vous étiez encore passionné par la lecture. Oui, là, j'étais encore passionnée par la lecture et lui, il détestait ça. Que même quand c'était l'heure de la lecture, il cachait ses livres, puis on l'obligeait de lire les miens. Mais à un moment, il s'est mis à cacher mes livres aussi. Complètement. Complètement. Finalement, à l'heure de la lecture, on se regardait, il me disait, aujourd'hui, on ne va pas lire. Aujourd'hui, on ne lira pas. Et donc, on a grandi comme ça. Puis, à l'école, étant donné que j'aimais beaucoup lire, j'ai eu l'occasion de participer à un récital sur quand j'ignorais encore nager dans les fleuves de la vie de Prince Jungu, qui est le fils du professeur Jungu Simba. Alors, le professeur Jungu Simba, c'est un nom que j'ai étudié en littérature quand j'étais en 3e secondaire et qu'on avait un cours de littérature. Donc, il était parmi les écrivains congolais que j'apprenais, que je devais connaître. Et quand son fils arrive pour qu'on fasse une lecture spectacle de son livre, mon professeur de philosophie me retient. Il dit, tu vas jouer Prince. Pourquoi? Parce que j'ai une voix assez masculine comme ça et que je porte très souvent la voix. Ok, donc répétition, tous les jours après les cours. Le jour J, Prince vient dans notre loge, notre classe qui faisait office de loge. On discute un moment, il nous dit « J'espère que vous allez être au top ». Bien évidemment, avec tout l'orgueil et la fierté, on lui dit que oui. On monte sur scène. Une réussite totale. Il est submergé, il dit « Mais c'est pas possible ». Puis il me dit « Est-ce que tu écris ?» Je lui dis « Oui, de temps en temps ». Comme toutes les filles d'ailleurs qui tiennent un journal, qui écrivent des petits mots d'amour par-ci, par-là. Il me dit « Ah voilà, on est en train de vouloir mettre sur pied un recueil de poèmes écrits par 15 femmes congolaises. » Un projet. Oui, c'était un projet encore. Et pour moi, tu as tout le potentiel. Je regarde au fond de moi, je me dis, mais c'est un comique, lui. Juste parce qu'il vous a vu interpréter une scène. Juste parce qu'il m'a vu, mais c'est un comique, d'où
Et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Donc, il s'est mis à me harceler, mais dans le vrai sens du terme, pour que je lui envoie des poèmes. À un moment, j'ai même dit à maman, mais regarde, il arrête pas de m'embêter. Maman me dit, oui, mais envoie-lui ses poèmes, comme ça, il te laisse tranquille et on passe à autre chose. Je dis, ok. Donc, je fouille, je lui envoie 2 poèmes qu'il aime. Et paf, il met dans le recueil de poèmes où je rencontre d'autres écrivaines, poétesses magnifiques. Et j'étais la plus jeune, donc j'étais un peu le bébé du groupe. Et puis après, le projet se concrétise. Et en 2017, on publie Qu'attendez-vous qu'on vous dise encore, qui est un recueil de poèmes. Et là, non seulement j'ai rencontré des femmes magnifiques, mais qui sont devenues des grandes sœurs. Et c'était le début d'une parfaite aventure qui continue jusqu'aujourd'hui. Et ce livre est tombé d'un coup de claque comme ça, qu'entendez-vous qu'on vous dise encore. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé, moi j'ai envoyé... Vous avez été inspiré de quoi? Alors, donc, attendez-vous qu'on vous dise encore... Je ne me rappelle plus exactement des poèmes qu'il y a, mais il y en a 2. Il y a un qui s'intitule « Si loin, si près ». Et l'autre, sincèrement, je ne me rappelle plus du titre. Mais je sais que si près, si loin, loin, si près, c'était l'histoire d'un amour parental qui t'a la présence, t'as l'impression d'avoir une présence, mais qui au fond n'existe pas. Donc voilà. Donc c'était ça le message clé? Oui, c'était vraiment ça le message clé. C'est pour ça c'est si loin, si près. L'autre, je m'en souviens, mais vraiment pas. Faudrait que je demande aux autres poétesses ce que c'en est. Alors c'est à partir de là que tout s'est déclenché? À partir de là, tout se déclenche. Je rencontre un professeur que j'étudiais, enfin un écrivain que j'étudiais à l'école. Je rencontre d'autres professeurs que j'étudiais à l'école. Et très vite, je me lie d'amitié avec tous ces grands écrivains qu'on étudiait à l'école, qui embrassaient comme moi ou embrassaient quelques années avant moi le monde de la littérature. Je rencontre Béatitude, je rencontre Pat le Gourou, je rencontre Larissa Diacranois, Emmanuela Zandi, même le professeur Massé Gabio, j'ai rencontré l'actuel ministre de la Culture, Yolande Delébé. Donc, ça m'a permis de rencontrer différents passionnés du monde de la littérature, mais aussi du monde culturel, carrément, parce que depuis, on va dire, après, j'ai pris la tête de l'Association des jeunes écrivains du Congo. Et là, j'ai rencontré encore énormément de gens. J'ai eu pour le tout premier grand projet que je voulais faire, l'Académie de Beaux-Arts comme partenaire et soutien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les yeux fermés, je sais que je peux avoir l'Académie de Beaux-Arts comme soutien tant que le projet est crédible et vrai. Et voilà, donc c'est des choses qui se sont passées, qui continuent de se passer, et voilà. Voilà, alors apparemment la transmission est l'un de vos moteurs. Alors vous avez dit dans un média que vous aviez été, bon, l'écriture était depuis longtemps en vous, et c'est quelqu'un qui l'a déclenché. Vous avez dit que c'était le fils du professeur Djungu Simba. Voilà, alors à quel niveau d'exigence ça a donné quelque part à votre parcours? Écoutez, pour tout vous dire, avec lui, je n'ai pas eu cette exigence. Il a été l'étincelle qui a allumé le feu. Et au fur et à mesure... La goutte qui a fait déborder le vase. Oui, limite. Mais au fur et à mesure que le feu était en train de prendre, il y a des exigences qui s'imposent au fur et à mesure que l'on apprend, que l'on grandit. Et dans tous les mentors, j'ai envie de les appeler des mentors parce que c'est des personnes qui me soutiennent à 10 000 %. Des rôles modèles. Qui sont non seulement des rôles modèles, mais aussi qui sont des remparts. Des repères.
Pas des repères, des remparts, parce que les personnes qui me soutiennent ne sont pas forcément dans le même champ que moi. Mais ce sont des personnes sur qui aujourd'hui, je peux les yeux fermés me reposer sur eux sans pour autant partager la même passion. C'est juste des personnes qui croient en moi et qui soutiennent ce que je fais. C'est pour ça que je les appelle des mentors et des remparts. Voilà, nous allons parler un peu de votre livre. Êtes-vous aidé par quelqu'un pour écrire un livre? Vous, en tant qu'écrivaine, comment ça se passe? Racontez. Alors, on est toujours, mais vraiment toujours aidé par des gens. Par des gens? Par des gens. Déjà, ça peut pour être écrire, ça peut être des professeurs, des amis, des experts, nos plus proches parents. Parce que pour écrire, il nous faut de l'inspiration. Et cette inspiration peut partir d'une conversation entre copines, entre frères et sœurs, entre conversations que l'on entendrait dans un bus, à l'arrêt. En fait, l'inspiration vient de partout. Et lorsque l'on écrit, lorsque on accouche cela sur papier, après, on se fait toujours lire. Il serait ingrat et malhonnête de dire que je ne me suis pas fait aider à un moment donné. Parce que moi, quand j'écris, que ce soit de la littérature ou des scénarios, je me fais toujours lire pour avoir les impressions des gens sur l'émotion, le ressenti. Donc, quelque part, on se fait toujours aider, mais toujours. Mais avant de commencer à écrire, vous suivez des formations? Non, je n'ai suivi aucune formation avant de commencer à écrire. Vous saviez déjà comment vous allez commencer? C'est même quand j'étais dans la chose que j'ai commencé à suivre des formations et à force de discuter avec des gens aguerris que j'en ai plus appris, on va dire, que lors des différentes formations. Parce que ma personne ou ma personnalité et on va dire mon intelligence, j'ai plus facile à retenir en discutant, en parlant, en échangeant, que en restant figé en train d'écouter. C'est ce qui m'a même créé beaucoup de problèmes à l'université parce qu'à un moment donné, quand je ne comprends pas, j'arrête d'écrire. Alors, après que votre premier livre soit publié, était-il facile de publier le reste des livres? Oui, parce que le deuxième éditeur est venu à moi. Mais ce n'est pas quelque chose de facilement facile et aisé pour tout le monde de trouver un éditeur qui mise sur vous, qui vous fait confiance. Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Il faut dire que le monde de l'édition en République démocratique du Congo, c'est vraiment pas ça. Il y a encore énormément d'efforts à conjuguer pour atteindre le niveau requis. Mais je ne vais pas sous-estimer ce qui est fait et les petits efforts qui sont faits au quotidien pour faire exister la chaîne du livre en RDC. Alors à ce jour, combien de livres avez-vous déjà écrit? Alors, publier, j'ai envie de dire, pas j'ai envie de dire, ce qui est vrai, c'est 2. Mais dans mon tiroir, j'en ai plusieurs qui sont écrits, qui sont en train d'être révisés, partagés dans mon entourage. Donc, je pense que très bientôt, il y aura un prochain qui va paraître, mais dans les normes qu'il faut. Alors, quel est le livre le mieux vendu? Le mieux vendu? J'ai envie de vous dire... encore? Non, je pense que c'est Matesso. Matesso? Oui, je pense que Matesso a été le mieux vendu, le plus vendu. Et je pense que je me suis fait beaucoup d'argent avec Matesso déjà le jour de la présentation du livre. J'ai eu des gens qui ont acheté des livres à des sommes magnifiques. J'en revenais pas. Qu'est-ce qui les intriguait dans ce livre? Il y avait déjà un résumé sorti quelque part? Non, il n'y avait pas de résumé déjà sorti quelque part. Mais je pense que, encore une fois, parce que j'étais peut-être la plus jeune, mais aussi parce qu'on avait fait une assez grande communication tout autour, mais aussi pour me soutenir. Vous savez, il y a des personnes qui achètent des livres, mais qui ne les lisent pas. C'est juste, ah voilà, je connais Madame Judith, ah, elle a sorti un livre, ben, je vais l'acheter pour l'encourager et la soutenir. Donc, il y a tout ça aussi qui entre en jeu.
Et voilà, donc ce qui fait que même l'argent que j'ai pu me faire lors de cette vente-là m'a permis de réaliser d'autres projets. Donc, il y avait une vente aux enchères. Oui, il y a eu une vente Vous aux êtes fait quand même enchères beaucoup d'argent. qui a très bien été animée par Vicky, qui est la belle-sœur de l'actuel ministre de la Culture. Donc, elle a très bien animé cette vente aux enchères. Je n'en revenais pas. Je suis sûre que si moi j'avais le micro, j'aurais pas fait mieux. Ah, tout à fait. Alors, quelle est la place qu'occupe la littérature congolaise à l'échelon mondial? Elle n'existe pas. Mais sincèrement, j'ai envie de dire qu'elle n'existe pas. Il y a à peine 2 ou 3 qui se démarquent mondialement actuellement. Vous pouvez les citer? Je dirais qu'on a Blaise Ndala, lui qui a remporté pas mal de prix à l'international et qui ne vit même pas ici. Ses livres ont été traduits en 2 langues. On a Fiston Mwanza, qui lui non plus ne vit pas ici, mais qui se démarque. Et puis on a, Jocelyn Danga, qui a remporté le prix de la littérature au Jeu de la francophonie. Et vous, dans quelques années? Je vais faire l'effort, je ne promets pas, mais je pense que oui, on peut y arriver. Alors dites-nous, Selena, quels sont les facteurs qui sont à la base de l'affaiblissement de la littérature congolaise en République démocratique du Congo? Il y a énormément de choses, mais aussi parce que, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est que la femme qui est la maîtresse de l'éducation, qui est même le socle de l'éducation, aujourd'hui, n'avait pas accès aux livres, ce qui fait qu'elle ne donne que ce qu'elle a reçu. Une femme, un homme qui n'a pas été inculqué dans le monde de la littérature, dans le monde de la lecture, du livre ou de la culture en général, se verra très mal inculquer cela à son enfant. Et de fil en aiguille, la littérature se tasse au fond d'un trou. Et là, avec nous autres, nous essayons de raviver cette flamme, de faire comprendre à ce que la littérature est très importante. C'est même pour cela que dans l'idée de faire connaître la littérature, lorsque j'étais à la tête de la GECO, j'ai créé des bibliothèques carcérales. Donc, je l'ai fait ici à Makala et à la prison centrale de Tchamala, qui est à Kananga, où dans les pavillons d'enfants, on a créé des bibliothèques pour les enfants. Pour inculquer la lecture. Pour inculquer la lecture aux enfants. Mais aussi, cette bibliothèque nous servait de tremplin pour les apprendre l'alphabétisation, à écrire leur nom, à lire, parce qu'il y avait des enfants qui ne savaient ni lire ni écrire. Belle initiative. Et donc, quand je ne suis plus à la tête de la GECO, cette initiative continue toujours avec moi, mais dans Art Major maintenant. Et alors, cette activité, vous le faites à vos frais ou vous avez une subvention du gouvernement? Non, on n'a pas eu de subvention du gouvernement. On a fait des appels à dons. Donc, on a eu des livres qui sont venus d'un peu partout, de la Belgique, de la France, d'ici. Des entités nous ont accompagnés matériellement avec des livres, de la sono, de l'argent aussi parfois, ce qui nous a permis de... Ce n'était pas suffisant comme on le voulait, mais ça nous a permis de commencer. Et là maintenant, on est aux arrêts, parce qu'avec le nouveau ministre qui est arrivé, le ministre de la Justice, il a tout arrêté et a demandé à ce que tout ce qui se faisait en prison soit revalidé par lui. Ok. Mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à le joindre pour avoir les autorisations et pouvoir continuer avec ces enfants-là. Mais je sais qu'il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, j'ai rencontré un enfant qui était en prison et qui a eu une grâce qui est sortie. Je l'ai rencontré devant qu'il marchait. Donc je sortais avec mes colis et généralement, il y a toujours des petits enfants qui vous suivent, qui tiennent vos vêtements pour essayer d'avoir un peu d'argent. Et lui, au loin, apparemment, c'est lui leur chef. Il demande qu'on me laisse tranquille.
Donc, il vous connaissait? Il m'a reconnu et il a avancé. Il dit, voilà, si aujourd'hui je sais écrire mon nom, c'est grâce à elle. Donc, si vous la voyez, ne la touchez pas, ne voliez pas, au contraire, protégez-la. Moi, je ne l'ai pas reconnu sur le champ. Mais cet avantage que vous lui avez donné, qu'est-ce qu'il en fait maintenant? Mais rien, parce qu'il est sorti de la prison pour repartir dans la rue. Donc, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre à un enfant qui était déjà dans la rue, qui va en prison et qui revient dans la rue. Qu'est-ce que ça va... Comment ça l'aide? Mais je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, ça va l'aider. Alors, y a-t-il des infrastructures spécialisées dans le domaine dans lesquelles on peut fonder un espoir pour un avenir radieux d'écrivains congolais? Alors oui, il y a plusieurs initiatives qui sont sur pied. Vous avez les éditions Miezi qui se trouvent à Kasavubu. Et là, vous pouvez accéder à des livres gratuitement. Il y a des ateliers qui sont tenus. Il y a plusieurs activités littéraires. Vous avez aussi la clinique littéraire de Kinshasa qui se trouve... vous allez me corriger si je me trompe, mais qui se trouve à Des Bonhommes. Je pense que c'est Tchangou, Des Bonhommes. Des Bonhommes, Tchangou. Je ne sais pas, mais qui se trouve au premier saut de mouton là, de Des Bonhommes. Ok. Donc là, vous avez aussi une bibliothèque, il y a des activités qui s'y tiennent aussi. Vous avez un Djili aussi, la maison des Mwinder. Donc il y a plusieurs initiatives qui se créent de sorte à ce que la littérature soit accessible pour tous. Alors, à l'exception de retrouver ces livres dans les différentes maisons d'édition, est-ce que vous faites des publicités sur vos livres? Parce que apparemment, on remarque que les livres sont plus vendus au moment de... Comment vous appelez ça? Le vernissage. Oui. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous recherchent, qui vous appellent? Non, Selena, il y a ton livre que j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu quelque part d'ailleurs. Est-ce que je peux la voir? Oui, oui, oui. Récemment, j'ai fait une émission à Radio Okapi et j'ai eu des appels, on veut ton livre, on veut ton livre. Et généralement, c'est vendu à la Maison du Savoir. Et donc, quand ils sont allés, c'était en rupture de stock. La Maison du Savoir m'a appelé, eux-mêmes m'ont appelé pour me dire, on a besoin de ton livre. J'ai dit, soyez calme, ça arrive. Donc voilà, mais... de vous-même, vous faites la promotion de vos livres? Sincèrement, non. Dans les médias sociaux, quand on tape Selena Ngoyi? Oui, quand on tape sur mes réseaux sociaux, vous trouverez des présentations, vous trouverez forcément, mais que je me tienne à dire, voilà, il y a mon livre, il y a ceci, achetez, non. Vous organisez souvent des conférences sur votre livre? Non, sur mon livre, je n'organise jamais, mais à chaque fois que je suis invitée et que le temps me le permet, je vais pour discuter autour de mon livre ou d'un autre livre ou d'un sujet qui tient à cœur aux organisateurs. Alors, peut-on affirmer sur ce plateau que la littérature congolaise s'est bien adaptée à la nouvelle technologie de l'information et de la communication? De manière générale. À ça, qu'est-ce que vous entendez par adapter? Adapter, parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour les jeunes, les enfants, de se rendre dans des maisons, dans des bibliothèques. Est-ce qu'il y a des livres qui sont sur Internet, sur les médias sociaux? Donc, quand je tape Matézo, par exemple, je peux avoir le livre en entièreté ou bien oui, est-ce que je dois l'acheter? Si vous achetez, il y a des livres électroniques sur des plateformes. Donc, si vous en achetez, oui, forcément, vous pouvez les lire. Mais quoique je ne suis pas très adepte de lecture sur écran, ça vous empêche d'être, ça m'empêche à mon sens, d'être en contact avec le livre. C'est mieux le livre en papier, de feuilleter, de sentir, de s'approprier la chose que d'un écran où vous pouvez avoir des notifications, un appel et vous êtes totalement déconnecté. Alors, Selena, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas suffisamment des supports d'identification auxquels se référer, notamment les supports qu'on perçoit souvent comme des femmes ambitieuses? Écoutez, c'est une très belle question.
Après, tout dépend de ce que l'on veut pour soi et de comment on imagine sa vie. Loin de moi l'idée de critiquer, mais il y a des personnes qui s'identifient à ce qu'aujourd'hui on appelle des pseudo-influenceuses. Ok, mais après, c'est quoi le but? Entre rester scroller mon téléphone pendant 1 heure, 2 heures, avoir des vidéos des personnes en train de danser ou de se disputer. Des créateurs de contenu? Non, dire créateur de contenu, c'est englober tout le monde. Mais là, je parle d'une catégorie bien spécifique. Mais les créateurs de contenu se disent aussi être influenceuses. Oui, bien sûr. On a par exemple la jeune maman et son fils, la maman de Johan, qui justement, eux, c'est des créateurs de contenu, mais c'est un contenu éducatif où on a en même temps l'éducation et l'amusement. Mais quand on reste que sur amusement, on abrutit le cerveau. Il est plus facile pour quelqu'un de te tirer vers le bas que de toi qui es au sommet, ramener les gens à ton niveau. C'est beaucoup plus d'effort pour toi que pour celui qui est en bas. Il te tire seulement avec les pieds ou avec la main, tu perds ton équilibre. Mais toi, il t'est totalement presque impossible, sauf si la personne que tu veux aider le veut réellement. Sinon, c'est compliqué. J'ai envie de dire que dans le monde de la littérature, en termes de créateurs de contenu, ici au Congo, on a Soraya Odia qui, elle, poste régulièrement sur ses réseaux sociaux des contenus de livres. Elle parle de livres, elle fait des vidéos sur les livres. Donc, elle, oui, elle est influenceur. Je pense pas qu'elle va s'appeler... Parce qu'ici, on compte nombre d'influenceurs, nombre de j'aime, nombre de followers. Je ne pense pas qu'elle va s'appeler influenceuse, mais je pense juste qu'elle fait ce qui la passionne et qu'à travers elle, des personnes arrivent à s'identifier à elle, à certains contenus qu'elle partage et même à des livres. Parce qu'il faut quand même dire que pouvoir avoir une bibliothèque chez soi n'est pas donné à tout le monde. Un livre, c'est quand même un budget. C'est un budget qui peut nourrir une famille en une journée, en 2 jours. Et quand on n'a pas les moyens nécessaires et qu'il faut opérer un choix, le choix est vite fait. C'est entre manger et nourriture. Enfin, entre manger et livre, on choisit nourriture. La nourriture. Alors, quelle est selon vous la principale limite à l'ambition féminine? Elle-même. Mais vraiment... la limite que... Vous pensez que la femme est trop bornée? Pas bornée, je pense juste qu'elle ne croit pas suffisamment en elle, à son potentiel, à ce qu'elle représente. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que je disais que parfois l'entourage y est pour beaucoup. Il m'arrive très souvent de me limiter, de croire que je suis incapable de faire la chose. Et que après, toutes les personnes derrière moi qui croient en moi me poussent à y aller en me disant vas-y, si tu fais... Par exemple, pour le projet de la bibliothèque, ça m'a pris 1 an pour avoir les autorisations. Juste pour avoir les autorisations. Pas d'argent, mais vraiment juste avoir les autorisations pour pouvoir emmener des livres à la bibliothèque. Mais c'était tellement difficile. Et une fois que c'était fait... Vous frappez aux portes par-ci, par-là. Oui, mais c'était compliqué. Une fois que ça a été fait, imaginez-vous, vous arrivez à l'entrée de la prison, vous êtes obligé, malgré le badge qu'on nous avait fait pour y accéder, de donner 1 000 francs, 2 000 francs aux militaires pour pouvoir entrer. Ce qui fait que de l'entrée de la prison au pavillon des enfants, tu pouvais dépenser entre 10 000 et 20 000 $. Enfin, 20 000 francs congolais à chaque fois que tu y vas. C'est un budget énorme. Sans compter que les enfants là-bas, ils ont des doléances. Tu dois leur acheter des jus, des biscuits pour qu'ils soient captivés à suivre les cours. Parce qu'il fallait les amadouer. Et une fois j'arrive, je me suis dit, aujourd'hui, je ne vais pas donner l'argent. Donc, j'étais avec la professeure de théâtre.
Comment dire en lingala, n'a signé. En tout cas, n'a signé à qui? J'avais signé. Et parce que les enfants, ils avaient cours de théâtre, de danse, de peinture, de cinéma, de littérature. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai signé. Le militaire dit, tu vas donner l'argent. Je lui dis, aujourd'hui, je ne donne pas. Il crie, je crie. Et la prof aussi se met à crier. Donc, toutes les deux, on monte. Mais bizarrement, ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'avais appelé le directeur de l'ANER, de la prison, justement, pour lui dire que j'arrivais. Parce que je m'étais déjà plainte de ce comportement-là. OK. Et avant d'arriver, je lui dis, je suis presque là. Il dit, OK, j'arrive. Mais il arrive, la situation qu'il trouve est juste catastrophique. Le militaire avait sorti son arme et avait posé cette arme sur mon front. Wow. Mais sur le champ, dans un dilemme. Sur le champ, je ne réalisais pas ce qui se passait. J'avais l'arme sur mon front, j'ai senti la froideur de l'arme. Et la professeure, elle non plus ne réalisait pas sur le coup. Mais à un moment donné, elle s'est ressaisie et elle a vu ce qui se passait. Elle a essayé de me calmer, mais c'était impossible. Et heureusement pour moi, le directeur sortait, il demande au militaire de poser son arme, le militaire ne veut pas. Son collègue lui dit, mais est-ce que tu vois qui est en train de te demander de poser ton arme? Quand il jette un œil, il voit que c'était son supérieur et il baisse l'arme. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si ce n'était pas la passion que l'on avait, on allait... C'était une expérience terrorisante. Oui, c'était une expérience en même temps terrorisante, mais amusante. Et sur le coup, je me suis dit, mais en fait, on allait me dire que je suis morte bêtement parce que personne n'allait comprendre pourquoi jusqu'au bout, j'ai résisté. Et là, maintenant, on n'a plus accès parce que l'actuel ministre, il a tout barricadé et qu'il faut le revoir. J'espère le revoir très bientôt pour pouvoir continuer à faire ça. Et ce qui fait que, forcément, quand je poste sur mes réseaux les vidéos, les photos avec les enfants, les gens, on va dire, oui, tu es une influenceuse, tu es ceci, tu es cela. Là, tu n'es pas créateur de contenu. Je ne suis pas créateur de contenu. Si je poste, c'est pour faire changer les choses. C'est pour que les gens comprennent ce qui se passe et décident d'agir. Pas peut-être avec moi, mais qu'ils décident de faire changer les choses. OK. Alors, Selena, nous questionnons sur les modèles, les sources d'inspiration et tout. Alors, êtes-vous aujourd'hui capable d'assurer ce rôle de rôle modèle en tant que femme, en tant qu'écrivaine? Non, je pense que je ne suis pas capable d'assumer ce rôle-là pleinement. Mais ce que je sais, c'est que je sais être présente quand il le faut pour ce qu'il faut. Donc, si vous avez besoin de conseils, d'aide ou même juste d'orientation, je sais le faire. Et je pense que quelque part, c'est le meilleur moyen d'impacter sa société en étant présent et en aidant les personnes à réaliser leurs rêves. Oui, moi, on m'a aidé et on continue de m'aider, donc je me dois de donner ce que j'ai reçu. Vous pouvez commencer à organiser des colloques, des conférences? Oui, bien sûr. Le 18 janvier, on a organisé l'échange des livres à l'Académie de Beaux-Arts. Et là, on avait une conférence aussi. On a organisé une conférence. Là, avec Bonheur Tata Anza, on est en train de mettre sur pied un magazine totalement dédié à la littérature, recension des livres, critiques, portraits d'écrivains. Donc, un magazine totalement littéraire qui va paraître dans 1 mois et demi. Donc, voilà, on ne se limite pas, on travaille petit à petit à faire fonctionner les choses. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle en tant qu'écrivaine, en tant que vous, dans différentes autres activités, en tant que femme? Vous avez sûrement d'autres hobbies, d'autres activités que vous faites, mais vous n'êtes pas tout le temps focus sur l'écriture. Alors, ce qu'il y a comme difficulté première que tout acteur culturel rencontre, c'est le manque de financement.
c'est le fait que tu ne te sens pas accompagné par le gouvernement. Je vais vous donner un exemple. Je suis directrice d'un lab de cinéma. Ce qui fait que pendant 6 semaines, on a tenu une résidence d'écriture avec des jeunes qui venaient du 4 coins de la RDC pour accompagner leurs projets cinématographiques, c'est-à-dire séries, courts ou longs métrages. Il y a des labs déjà qui existent à travers le monde. Il y a des labs d'Afrique centrale, au Cameroun, il y a un lab par exemple, mais qui est accompagné par le gouvernement. Des labels? Des labs. Lab, ça veut dire laboratoire. Ok. Et nous, ici, quand on fait, on a toqué, hein. On a écrit à presque tout le monde. Mais on n'a eu aucun soutien de gouvernement. Au point où même à la clôture, on les a invités. Est-ce que vous avez fait des demandes? On a fait des demandes. On a même fait des demandes de rencontres, juste d'audience pour présenter. Mais on ne nous a pas reçus. Alors, vous souhaitez vraiment que le gouvernement assiste à vos projets? Oui, on se doit, parce que je vais vous donner un exemple. Là, on est dans le monde du cinéma, d'accord? Admettons que l'un des films de nos résidents perce internationalement, qu'il soit sélectionné à Cannes, dans les plus grands festivals. Et que après, on a sur les réseaux sociaux, oui, c'est la fierté du peuple congolais. Il a fait l'honneur du Congo. Tu as les pages ministérielles qui repostent ça, ou tu as même des ministres qui te demandent de faire des photos avec toi. Moi, je vous dis, moi, je ne ferai pas. Je vais dire non, je ne veux pas, parce que au moment où on avait besoin de vous, vous n'avez pas répondu. On les a simplement invités. Par exemple, à la soirée de clôture, personne n'est venu. Parce qu'ils estiment qu'ils avaient mieux à faire. Et que, quand on parle de... Ils estiment, c'était une réponse du gouvernement. Écoutez... Ou une imagination. Non. On a déposé des invitations à presque tous les ministères. Parce que, à ce que je sache, il y a souvent des procédures. Oui, on a respecté toutes les procédures. Toutes les procédures, je peux vous dire qu'on a respecté. Et la seule personne qui a répondu présente, c'était la ministre de la Jeunesse. La ministre de la Culture, par exemple, nous a répondu en nous disant que si son agenda permettait, elle viendrait. Vous voyez, c'est les seuls. Tous les autres, aucune réponse. Silence radio. Maintenant, imaginez ce qui... moi, aujourd'hui, je peux dire qu'on me connaît quand même. Si on tape mon nom sur Internet, vous verrez quand même un parcours quand même. Mais imaginez une personne talentueuse qu'on ne connaît pas, qui vient vers vous pour vous présenter juste son projet et vous ne recevez pas. Vous accompagnez pas, vous ne déléguez même pas. Comment vous voulez que après, à l'heure actuelle? C'est des difficultés qu'on rencontre énormément à l'heure actuelle, parce que quand vous allez dans d'autres pays, vous verrez que la culture est totalement accompagnée. Et dans notre pays, quand on parle de culture, on ne voit que musique, malheureusement. Alors, Selena, on va passer au conseil que vous donnerez aux jeunes actuellement qui vous suivent derrière ces écrans. Que direz-vous à la jeunesse congolaise de vous lancer dans l'écriture comme vous? Non. De se lancer dans l'écriture comme vous? Non, je dirais, faites ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur et ce qui vous rend heureux. Le plus important dans la vie, c'est d'être heureux, peu importe. Alors dites-nous, être écrivaine est un business rentable? Non. Non. Mais vraiment pas. Donc vous le faites pour le plaisir? Moi, c'est vraiment parce que ça me passionne avec toutes les difficultés qu'il y a autour. Mais ce n'est pas forcément ce qui me nourrit. L'argent que j'ai en vendant mes livres peut me servir à aller faire mes ongles, à acheter du crédit. Mais ce n'est pas ce qui va me permettre de tenir pendant un mois et peut-être nourrir ma famille, quoi. Alors, quelles sont vos perspectives à venir d'ici 15 ou 10 ans, 5 ou 10 ans?
Alors, d'ici 5 ou 10 ans, j'ai envie de vous dire que je voudrais être classée comme l'une des meilleures cinéastes congolaises féminines. Côté littérature, je ne sais pas. J'ai pas. Vous doutez un peu? Pas que je doute, mais j'ai envie de laisser le temps au temps. Peut-être que je serai comme Nietzsche. Je ne serai pas reconnue à mon époque et que des années après, on parlerait de moi et de mes œuvres. Oh là là. Alors, Selena, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit d'une question, une réponse. OK. L'idée est merveilleuse que vous répondez à une série de questions et une série de questions de manière la plus brève possible. D'accord. En un mot ou en une phrase? En une phrase. D'accord. Alors, Selena, en 2025, plus facile d'être un homme ou une femme? Les deux, hein, parce qu'à certains moments, on demande le courage d'un homme, l'endureté d'un homme et d'autres, la douceur, la tendresse d'une femme. Donc, ça dépend des moments. Alors, que direz-vous à la petite fille que vous aviez été? Je suis fière de toi. Regarde ce que je suis aujourd'hui. Alors, une femme qui vous fascine encore aujourd'hui? Ma mère, elle me fascinait, elle me fascine toujours. Il n'y a pas d'auteur, Oprah Winfrey? Non, parce que pour dire que quelqu'un vous fascine, il faudrait l'étudier, avoir passé du temps, même bref, avec cette personne-là. Le vécu avec la Oui, personne. c'est quelque chose qui compte parce que vous savez, à travers les écrans, à travers les livres, on peut être tellement faux, mais tellement, or que en 2 minutes, 2 secondes, on sait se faire une image de quelqu'un. Ma mère, ça fait 26 ans que je vis avec elle. J'ai vu par quoi elle est passée, ce qu'elle a vécu. Et pour moi, c'est l'un des modèles les plus énormes de résilience, de force, de courage, mais surtout d'amour. À un moment donné, je me dis qu'elle a un trop plein d'amour et j'espère ne pas avoir autant d'amour qu'elle dans ma vie. Complètement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous avez été un homme? Je pense que j'aurais cogné facilement les gens. En tout cas, déjà avec des points? Oui, avec des points. Là, je pense qu'il n'y a pas de points parce que je me dis je dois faire attention, je suis quand même une femme. Mais si j'étais un homme, je suis sûre que j'allais cogner des gens, mais sérieusement, parce que certaines personnes méritent d'avoir quand même 1 ou 2 baffles pour devenir droit. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Ah, il y en a. Ce qui me met le plus en colère, je dirais... Chiquet. Le désordre. Il y a le désordre et puis l'impatience. C'est 2 choses qui me mettent totalement en colère. Alors, quelle est votre plus grande peur? L'abandon. Le fait de me retrouver seule me fait énormément peur. Il y a une petite anecdote. Quand j'avais 3-4 ans, on avait eu 5 ans. C'était 5 ans. Pour nos 5 ans, on nous avait offert des coqs, des poules. Je ne sais toujours pas pourquoi, et des chèvres. Pas de lapin? Non, pas de lapin. Je ne me rappelle pas avoir eu de lapin. Et ce qui s'est passé, c'est que la poule a eu des poussins. Mon frère s'amusait toujours à attraper les poussins et venir me les donner. Et ce jour-là, mon frère n'était pas là. Je me suis dit, ben, je vais attraper un poussin et quand il va revenir, je vais le lui donner. Mais la poule, elle m'a suivi. La poule, elle m'a suivi. Et comment? Elle m'a suivi. Je suis allée me cacher dans le garage. Il était quoi, midi? Jusque 17 h quand mon frère est revenu avec ma mère et qu'il ne me trouvait pas. Ils se sont mis à me chercher. Mon frère m'a trouvé. Mais j'étais dans le noir. Et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, les poules, je ne m'en approche pas. J'ai terriblement peur parce que c'est devenu une phobie. C'est devenu une phobie. Ce jour-là, je me suis sentie abandonnée, mais tellement je me suis dit j'aurais dû sortir avec eux. Pourquoi ils sont sortis sans moi? On m'a abandonnée. Donc, j'ai terriblement peur de l'abandon. Alors, Selena, est-ce qu'il y a une citation, un maxime qui vous tient à cœur, qui vous mène au quotidien? Oui. Ceux qui me connaissent savent que je dis toujours soyons fous, soyons heureux. Le stéréotype le plus difficile à dépasser? J'en ai pas.
Alors, en tant qu'écrivaine, est-il plus difficile d'écrire ou de voir son ouvrage paraître dans toutes les maisons d'édition? De voir son ouvrage paraître dans toutes les maisons d'édition est plus compliqué que écrire. Alors, qu'est-ce qui manque principalement aux femmes pour oser plus? Le courage, l'ambition et le soutien émotionnel qu'il faut. Merci beaucoup, Selena Ngoï, d'avoir répondu à nos questions. On va se séparer sur ces phrases. Merci beaucoup et j'espère être reçue très bientôt. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Elle Écho. Retrouvons-nous prochainement avec une autre invitée. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.